Un petit mot, tu en as déjà dit beaucoup, mais quand même, je voudrais rappeler d'où je parle. Disons, France Kurdistan, l'association que je représente ici, a été effectivement créée symboliquement le 9 janvier 2013, suite à l'assassinat des 3 militants kurdes à Paris. Déjà un attentat, ou plutôt un assassinat. Et puis aussi un attentat où au début, je veux le rappeler, certains ont présenté cet attentat comme un règlement de compte interne au PKK. Ça a même circulé pendant des semaines sur les ondes et les médias français. Je veux rappeler qu'aujourd'hui, la juge chargée de l'instruction le qualifie de crime d'État impliquant les services secrets turcs. Bon, j'en dirai pas plus, c'est pas le propos aujourd'hui, mais je voulais rappeler ça en quelques mots. Nous avons créé France Kurdistan parce que nous voulions réagir à ce triple crime, à ce triple féminicide, mais avec un double objectif: obtenir la vérité et la justice à propos de ce triple crime, alors qu'on disait que de toute façon on n'y arriverait pas. Bon, les choses avancent quand même. Et puis surtout, on a créé cette association pour faire connaître la culture, les objectifs de la cause kurde et des Kurdes, et plus généralement, faire connaître le Kurdistan, ce qui nous amène à faire les voyages dont parlait Michel tout à l'heure. Donc évidemment, c'est tout naturellement que nous avons répondu positivement à l'invitation du parti HDP d'observer le bon déroulement des élections législatives en Turquie. Et ceci, le 7 juin dernier, et le 1er novembre. Je vais vous donc essayer de vous faire part de ce que nous avons ressenti et vu, compris de la situation actuelle en Turquie, de nos observations des élections. Le HDP avait fait appel à ses observateurs. Il y en a eu 300 pour toute l'Europe, dont 50 Français, et l'association France Kurdistan en a amené pour sa part 17. Donc c'est pas mal. Alors la première chose que je veux dire, et peut-être Michel l'a évoqué à l'instant, c'est qu'on a vécu puisque j'étais personnellement et en juin et en novembre, une très grande différence d'impression entre juin et novembre, entre les deux élections. Pourtant il s'est passé 5 mois entre les deux. On pourrait dire avec 2 mois de vacances chez nous, mais disons que c'est très court, et pourtant la situation a changé, pas du tout au tout, j'y reviendrai, mais a changé de façon significative. En juin, le processus de paix, de négociation entre le PKK et le gouvernement turc est en cours. Le HDP a plutôt le vent en poupe. Le HDP, c'est le parti pro-kurde présidé par Selahattin Demirtas, mais qui vise un projet qui concerne l'ensemble de la Turquie, de démocratisation de l'ensemble de la Turquie, et qui se présentait pour la première fois aux élections comme une force nationale pour toute la Turquie. Vous savez ou vous ne savez pas qu'en Turquie, si on ne fait pas 10% sur l'ensemble du territoire, on n'a pas de député, ou alors il faut se présenter en candidat indépendant, circonscription par circonscription, mais à ce moment-là, on n'a pas de vision nationale, et on dit on dit de fait, et c'est ce que faisait le HDP, du moins le parti qui a précédé le HDP jusqu'à maintenant, on n'a pas de vision nationale et on se présente comme un parti de région et pas un parti national. Pour la première fois, le HDP se présentait donc à l'élection nationale, et une des grandes questions de ces élections en juin, c'était est-ce qu'il allait passer ou non la barre fatidique des 10%. Il prenait un risque, puisque au jeu des élections par circonscription, il avait quand même 35 députés, donc il pouvait perdre les 35 députés. Donc c'était un vrai risque politique assumé qu'il avait pris, et qu'il avait pris parce que, entre autres, Selahattin Demirtas s'était présenté à la présidentielle en août 2014 et avait fait 9,8%, ce qui avait été une surprise un peu pour tout le monde. En juin, donc, le HDP avait plutôt le vent en poupe, l'AKP apparaissant plutôt en difficulté, toute une série d'affaires le poursuivait.
et aussi pour ce qui concerne la région du Kurdistan, ce qui s'était passé autour de la bataille de Kobané, du fait qu'il était avéré que Erdogan et la Turquie s'étaient mis du côté de Daesh dans cette affaire, avait aussi eu des conséquences sur le vote des électeurs kurdes dans le pays. Et puis, je crois que c'est l'ambiance que moi j'ai retenue. Le vote était vu comme pouvant déboucher sur plus de démocratie et plus de paix en Turquie. Et on a vécu en juin des irrégularités électorales. J'en reparlerai à propos du vote de novembre. Les militaires et les policiers ultra présents devant les bureaux, parfois jusque derrière l'urne, une campagne médiatique inégale, des conditions de la campagne inégalitaires, mais quand même, somme toute, en juin, et dans les mois qui ont précédé juin, on a assisté quand même à une campagne plutôt dynamique, plutôt d'échanges d'arguments, plutôt des meetings partout avec beaucoup de monde, et je dirais plutôt une ambiance dynamique, joyeuse, positive, je dirais. Et ça, c'est important à noter, parce que je le noterai à l'inverse pour novembre. Notre rôle d'observateur, le jour du 7 juin, d'observateur, de contrôleur, en quelque sorte, était accepté, était même vécu positivement. Bon, il y a eu un résultat inattendu de deux points de vue. D'abord, le HDP a non seulement passé la barre des 10%, mais a fait 13%, a obtenu 80 députés. Le CHP, qui est l'autre parti d'opposition, en a obtenu 25. Le MHP, qui est un parti, disons, nationaliste, a obtenu ultra-nationaliste, en a obtenu 16. Et l'AKP, qui avait obtenu... Erdogan avait obtenu 51% à la présidentielle d'août 2014 dont je vous parlais tout à l'heure. On n'a obtenu que 41% cette fois-ci, donc c'était une chute de 10% en un an. Je dirais que le franchissement de la barre des 10% était quand même plutôt attendu. Le 13% non, mais le 10% oui. Les 41% de l'AKP, pas du tout. Ni par l'AKP, ni par les autres partis à ce moment-là. Cette situation faisait que l'AKP perdait la majorité absolue au Parlement de Turquie et était dans l'obligation de réaliser une coalition si elle voulait gouverner. Bon, le tour des coalitions possibles ayant été fait, et je crois Erdogan ayant réfléchi pendant ce temps-là, il a choisi de ne pas chercher en fait de coalition et de partir à de nouvelles élections. C'est pour ça qu'il y en a eu le 1er novembre. Au fond, je dirais, de mon point de vue, que le résultat de juin était plutôt le résultat qui validait une stratégie de paix. En novembre, les choses étaient, sinon diamétralement opposées, je pense, vraiment significativement différentes. Donc Erdogan, comme je l'ai dit, avait choisi de ne pas faire de coalition et choisi d'aller aux nouvelles élections et d'engager une stratégie de peur et de guerre, je dirais, d'affrontement en interne et à l'extérieur de la Turquie. À l'extérieur, en annonçant sa lutte renforcée contre le terrorisme, mais qui concrètement visait peu Daesh et beaucoup le PKK. Et en interne, toute sa bataille a été menée contre le HDP. Bon, je donne quelques chiffres, ce sont des exemples, on pourrait allonger la liste. Il faut quand même savoir que 600 membres et sympathisants du HDP ont été arrêtés sous les arguments de complicité avec le terrorisme ou d'atteinte à l'image du président. Parmi eux, beaucoup d'élus, surtout des femmes d'ailleurs, je dois le dire. 300 ou 400 personnes civiles ont été tuées pendant toute cette période, lors de manifestations, lors de l'enterrement de victimes, ou tout simplement lors de batailles, et notamment beaucoup de jeunes
ont été tués. Il faut savoir que 80 personnes ont été jugées pour avoir prononcé le mot Kurdistan. C'était la cause du jugement. 190 locaux du HDP, dont le siège d'Ankara, ont été attaqués, détruits, brûlés. Les rassemblements aux meetings auxquels participait le HDP ont subi, vous le savez, des attentats faisant des centaines de morts et de blessés. Il n'y a pas qu'en France que des kamikazes se font exploser. Et la veille du premier scrutin en juin, il y avait eu un attentat à Diyarbakir, mais on était sur la lancée de la dynamique dont j'ai parlé. Mais ensuite, entre juin et septembre, il y a eu un attentat qui a fait 32 morts à Suruç. Et surtout, il y a eu l'attentat d'Ankara dont on a beaucoup parlé, qui a fait, lui, plus de 120 morts et des centaines de blessés qui ont touché toutes les régions de la Turquie, en fait, parce que c'était un meeting central, justement, pour les libertés, pour la démocratie, etc. Là aussi, je vous rappelle, si vous vous en souvenez, que dès le début, tout de suite, ont été évoquées 3 hypothèses de qui avait pu réaliser ces attentats, dont le PKK et Daesh. Bon, après, les choses se sont un peu décantées, encore que en Turquie, à la veille du scrutin du 1er novembre, une majorité de Turcs pensait que le PKK pouvait être responsable dans des sondages qui sont parus juste avant le scrutin. Donc, même cette fausse hypothèse a quand même marqué les esprits. Bon, ensuite, il a été déclaré, même officiellement, que c'était Daesh. Soit dit en passant, c'est un des attentats avec celui de Suruç qui n'a pas été revendiqué par Daesh officiellement, ce qui pose problème, parce que Daesh a l'habitude de revendiquer ses attentats, et là, il ne l'a pas fait. Donc une hypothèse a été émise par le dirigeant du HDP, c'est que la Turquie pouvait avoir un rôle là-dedans, et sinon la Turquie, mais des milices turques, et notamment une milice mise en place par Erdogan comme une autre émanation des services secrets. Pendant ces 5 mois, les médias ont été aussi confisqués par Erdogan. La Ligue des droits de l'homme, qui a fait le calcul, considère que Erdogan a profité sur les télévisions de 153 heures d'antenne et que le HDP en a eu 13 minutes. 1000 journalistes, pendant cette période, 1000 journalistes ont été licenciés, 2 chaînes de télévision ont été fermées, 7 chaînes ont été évincées des satellites, de l'émission par satellite. Et il faut savoir, c'est pas qu'anecdotique, dans un meeting, dans une visite à Van, le Premier ministre turc a déclaré que si les gens votaient, ils votent majoritairement à Van pour le HDP, que s'ils votaient HDP, vous serez les nouveaux Arméniens. Donc, vous voyez, on est dans une ambiance quand même chaude. Des villes ont subi des couvre-feux. Cizre, Nusaybin, le HDP a arrêté la campagne, en fait, sa campagne les dernières semaines, a enterré ses morts. Les enterrements ont malgré tout donné lieu à des répressions ici ou là. Quand on est arrivé le 1er novembre, les camarades qui nous avaient invités à Mardin, quand on leur a posé la question « mais comment vous sentez les choses ?», ils nous ont dit « mais ça fait 5 jours qu'on mène la campagne ». Parce qu'on n'a pas pu mener en fait réellement la campagne. Donc ils ne s'y sont mis que les 5 derniers jours. Le jour même du 1er novembre, une ambiance inverse, moi j'ai vécu une ambiance inverse à celle de juin. Il y avait une présence militaire et policière aussi forte, mais disposée différemment. C'était, je dirais d'un certain point de vue, moins ostensible dehors, mais beaucoup plus présente en uniforme ou en civil dans les bureaux de vote. Une ambiance tendue, plutôt triste. Dans les villages, les milices paramilitaires
ont été à nouveau présentes. Ils avaient disparu en juin, et présentes et de façon arrogante. Et notre mission était, on nous disait ostensiblement qu'elle était vécue par la police et l'armée comme inopportune. Et puis, dans l'après-midi, de toute façon, on a eu l'interdiction d'entrer dans les bureaux sur ordre du préfet de région. Ce qui n'avait pas du tout été le cas en juin, où on avait pu faire notre travail d'observation jusqu'au bout. Bon, les résultats, vous les connaissez sûrement. 10,7% pour le HDP, qui perd donc de 2,3%. 49,5% pour l'AKP, qui frôle la barre des 50%, et qui obtient la majorité en siège à l'Assemblée nationale, 26% pour le CHP et 11,5% pour le MHP, le parti ultranationaliste, qui est le grand perdant de l'élection, puisque lui, il perd 50 députés et presque 5% que l'AKP récupère, évidemment, puisqu'il a mené... Il s'est mis sur le terrain en fait, du MHP, il a gagné ses électeurs, en tout cas un tiers des électeurs du MHP. Le CHP, qui est le deuxième parti, je vous l'ai dit avec 25, là il a fait 26%, consolide sa deuxième place. Et le HDP perd une partie de ceux qu'il avait gagnés, Kurdes et Turcs, qu'il avait pu mobiliser dans sa dynamique de paix dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, c'était une dynamique de paix promise qui s'est conclue par de la guerre et de la peur. Donc on comprend qu'un certain nombre de gens aient pu s'interroger à revoter HDP. Et puis les copains nous ont aussi raconté que pendant qu'eux s'occupaient des enterrements, des attentats et tout ça, Erdogan faisait aussi le tour des villages et rachetait des chefs de village, des voix. Bon, lui, il menait sa campagne électorale. Cela étant dit, j'aurais pas repris la formule parce que bon, il avait perdu en juin, mais il avait quand même la main, la suite l'a prouvé. Et là, il a conforté et de loin sa première place, mais il n'a pas tout gagné non plus, à l'inverse. C'est-à-dire que, quand même, malgré tout ce que j'ai raconté, le CHP se consolide, je l'ai dit, le HDP repasse la barre des 10%, pour la deuxième fois, parce qu'il ne l'avait jamais passé, obtient 59 députés contre 35 avant juin, donc il progresse. On a même dit, le paradoxe, c'est que si on avait eu le résultat de novembre en juin, on aurait été très content. Donc, comme quoi c'est plus complexe que simplement ça a perdu en juin, ça a gagné en novembre. L'AKP a perdu en juin et a gagné en novembre. Et puis, chose importante, il a la majorité en siège, l'AKP a la majorité en siège, mais n'a pas la majorité qualifiée qui lui permettrait de changer la Constitution. Et lui-même, il n'a même pas la majorité qualifiée pour obtenir un référendum. Donc les choses... et il a une opposition qui est quand même plus déterminée que jamais. Bon, c'est la suite. Alors justement, c'est mon dernier mot avant que je conclue. Et maintenant, pour l'instant, les choses, il faut le savoir, continuent. Et je dirais même s'aggravent. Il y a quelques jours, Leïla Zana, qui a été élue députée, n'a pas pu être intronisée députée. Elle n'aura pas le droit de vote ni de droit de participer au débat de l'Assemblée nationale, parce qu'au moment de la prestation de serment à l'Assemblée nationale, elle a dit « des peuples de la République de Turquie » au lieu du peuple turc. Le président l'a interpellée, elle est sortie de la salle, et donc elle n'a pas pu être intronisée, elle a dû sortir de la salle, elle n'a pas pu... Donc l'ambiance est au nationalisme. Hier, c'est un exemple, lors d'un match de football amical haut en symbole Grèce-Turquie, il y a une minute de silence proposée en hommage aux victimes de Paris.
cette minute de silence a été sifflée et des mots d'ordre islamistes ont été proférés pendant la minute de silence pendant le match. C'était où ça? En Turquie? Oui, c'était en Turquie. C'était à Istanbul. Ouais, la ville de Silvan est en état de siège actuel. Comme l'avait été avant le 1er novembre les villes de Cizre et Nusaybin. Et surtout, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que tout ce que je vous raconte, personne pratiquement n'en parle en Europe. Laissant Erdogan continuer ses exactions contre les libertés et la démocratie, contre la paix aussi, parce qu'il faut savoir que après juin, quand Erdogan a choisi l'affrontement, Selahattin Demirtas a pu déclarer à l'Assemblée nationale sans être contredit par personne qu'en fait, en juin, on était à 8 jours d'un accord entre le PKK et le gouvernement turc, et que, évidemment, cette intervention a mis en cause cet accord. Donc la paix a été mise en cause, mais aussi, et plus profondément, au-delà de la Turquie, mais là, Didier en dira sûrement plus que moi, son soutien à Daesh n'est jamais interrogé. On parle de position ambiguë de la Turquie. Moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas une position ambiguë. Elle cherche à imposer ses vues et dans son raisonnement, Daesh fait partie des pièces que la Turquie joue. Donc l'Europe fait mine d'avoir un allié fiable avec la Turquie, alors que les preuves, pour moi, s'accumulent qui valident la thèse inverse. Donc tous les problèmes sont sur la table. La démocratie, l'égalité des droits de tous les habitants de Turquie, la paix en Turquie, le règlement du conflit turco-kurde, la lutte contre Daesh dans la région et les moyens de cette lutte. Et en conclusion, ne devrions-nous pas demander plus de comptes, je parle là de la France et de l'Europe plus généralement, à Erdogan sur l'ensemble de ces points, au nom des valeurs que nous sommes censés défendre, au moment où il y a les attentats à Paris, je pense qu'on serait légitime à pouvoir faire de telles exigences.